Bonjour à tous. On vient de, j'ai écouté, en matière financière, c'est comme en matière de transport, la réglementation est souvent, et je dois dire assez légitimement perçue comme un frein à l'innovation et une barrière à l'entrée pour de nouveaux acteurs. Bien entendu, ceci n'est qu'une des conséquences indirectes du caractère extrêmement réglementé des activités financières. Quelles sont les activités qui requièrent une autorisation? Quel statut est approprié aux activités souhaitées? Et là, vous avez le choix parce que les statuts en matière financière, il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas les lister. Quelles sont les exigences associées à ces statuts? Dans quelle mesure l'autorisation permet-elle d'exercer son activité à l'échelle de l'Union européenne en libre prestation de services? Et quelles seront les conséquences du Brexit sur ces autorisations? Toutes les réponses à ces questions de base sont en fait souvent extrêmement complexes, parfois divergentes d'un pays à l'autre de l'Union, parfois même inexistantes, car certaines innovations n'entrent dans aucune des cases réglementaires préexistantes, comme c'est le cas par exemple des ICO. Pourtant, le secteur financier, comme les autres secteurs économiques, a besoin des innovations. Et la réglementation est un élément essentiel pour assurer la crédibilité et donc le développement effectif des fintechs. Il faut donc trouver le bon équilibre réglementaire qui encadre et accompagne. Je vais donc essayer d'évoquer brièvement l'approche française et son articulation avec l'échelon international, surtout l'échelon européen. Notre approche en France et à l'AMF, c'est d'accompagner l'innovation en privilégiant une réglementation proportionnée et progressive, et ce n'est pas une approche de type bac à sable, sandbox, d'exonération de réglementation, qui nous paraît, cette approche bac à sable, qui nous paraît fragmenter de façon inutile le paysage réglementaire et ne pas apporter de garanties suffisantes aux usagers. La démarche d'accompagnement est matérialisée par la constitution tant à l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'à l'AMF, de cellules spécialisées dans la veille sur les innovations et l'accompagnement des porteurs de projets. Le pôle FinTech et Innovation de la CPR, la division FinTech, Innovation et Compétitivité à l'AMF, le forum FinTech animé en commun par les deux autorités sont la matérialisation de cette approche. Pour donner un ordre de grandeur, nous avons eu à l'AMF 120 réunions en 2017 avec des porteurs de projets innovants, et en intégrant le premier trimestre, nous avons eu près de 40 projets d'ICO qui nous ont été présentés. Cette démarche d'accompagnement permet d'apporter davantage de lisibilité aux acteurs par rapport aux méandres, parfois subtils, de la réglementation. Elle permet également d'engager les équipes de l'autorité dans une démarche de construction réglementaire et de développement économique en concertation avec les acteurs de cette nouvelle économie. Mais pour pouvoir être réellement mis en œuvre, le principe de proportionnalité doit s'appuyer sur un cadre réglementaire suffisamment flexible pour donner effectivement une marge d'appréciation aux superviseurs des acteurs engagés dans la transformation digitale. Je voudrais illustrer, ce qui n'est pas toujours le cas quand on regarde la réglementation européenne, qui ne donne pas toujours les marges de manœuvre nécessaires à cette approche progressive. Je voudrais illustrer la démarche française par quelques exemples. D'abord, le cas des plateformes de financement participatif. Le financement par des prêts ou les financements par des émissions de titres. Le régime des IFP et des CIP a d'abord été introduit en 2014 avec des plafonds relativement bas, pas plus de 1 000 € par prêteur pour les prêts avec intérêt n'excédant pas 1 million d'euros, et pour les offres de titres, pas d'offres excédant également plus d'1 million. Ça, c'était en 2014, premier pas. En 2016, on a relevé les plafonds, 2 000 € par prêteur, et pour les offres de titres, nous sommes passés de 1 à 2,5 millions par projet. Je passe sur les détails, parce qu'il y a toujours des complexités dans la réglementation. Mais disons 2,5 millions. Nous souhaitons désormais, à l'AMF, harmoniser ce dernier seuil avec celui que l'on compte retenir pour exiger un prospectus d'offres de titres, seuil que nous souhaitons porter à 8 millions d'euros. Vous voyez, 1 million, 2,5 millions et peut-être demain 8 millions.
une approche progressive. Autre exemple, la reconnaissance juridique des dispositifs d'enregistrement électronique partagé. Ça, c'est la traduction française officielle du terme de blockchain, mais ce sont les enregistrements électroniques partagés. Donc, reconnaissance juridique de ces dispositifs pour la représentation et la transmission de biens, qui donc, c'est un exemple parce qu'on avait commencé par les mini-bonds. L'ordonnance du 8 décembre dernier, dont le décret est en cours de finalisation, on a jusqu'à fin juin pour le finaliser. Donc là, on a prévu cette reconnaissance juridique pour les seuls titres qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central. Ça, c'est une terminologie qui signifie que ça ne concerne pas les titres cotés. Mais ça ouvre toutefois un champ très large, puisque outre les titres non cotés, cela couvre les actions et les parts d'OPCVM, ce qui est un univers extrêmement profond. Et on peut penser qu'une prochaine étape pourrait être d'accepter des crypto-actifs eux-mêmes dans ce cadre-là. Deuxième exemple d'approche progressive. Troisième exemple, en ayant mentionné les cryptoactifs, ça m'y conduit naturellement, c'est celui des émissions de jetons, les ICO. Il s'agit là d'un phénomène complexe, car au carrefour de nombreux courants et recouvrant des réalités très diverses, au-delà de la volonté de certains d'assurer de façon difficilement traçable le financement d'activités criminelles, ou encore la volonté d'incarner un idéal mondialiste libertarien s'affranchissant de toute contrainte étatique, ce phénomène traduit également des réactions beaucoup plus légitimes. La volonté d'abaisser les coûts de certaines opérations financières, transfert, appel public à l'épargne, la volonté d'accélérer les temps d'exécution de ces opérations, c'est également la possibilité de trouver une cible mondiale, de toucher une cible mondiale, de financer des projets à un stade très précoce de leur mise en œuvre, et de les faire financer par des potentiels utilisateurs du service. C'est également une capacité de renforcer la sécurité des transactions en associant un historique très sécurisé, parce qu'inhérent à la technique du registre distribué, à une cryptologie avancée. C'est également l'opportunité de créer des environnements de services à vocation globale, type Amazon. On sait qu'Ethereum, par exemple, abrite l'essentiel des ICO, voire de s'approprier à terme les revenus de seigneuriage dont bénéficient les émetteurs de monnaie. Cela nous conduit à penser que la tokenisation de la finance est une tendance lourde qu'il convient non pas de combattre, mais d'accompagner via un encadrement qui permette son essor dans un cadre plus sécurisé qu'aujourd'hui. Aussi, en parallèle aux alertes sur les dangers de ces cryptoactifs et à la lutte contre les escroqueries qui y sont associées, les autorités ont commencé à réfléchir à un encadrement adapté. Comme vous le savez, l'autorité des marchés financiers a été très active sur ces deux fronts, alerte, mais aussi recherche avec l'écosystème d'un encadrement adapté, en particulier avec une consultation publique que nous avons conduite en fin d'année dernière sur l'encadrement souhaitable des ICO. Cette consultation a suscité nombre de réponses très argumentées. Nous en avons rendu compte et l'idée d'un visa label optionnel qui serait délivré par l'autorité des marchés financiers pourrait prospérer rapidement. Le défi réglementaire ne s'arrête pas au marché primaire, il convient de trouver la bonne solution s'agissant du marché secondaire. L'extrême opacité et l'absence de fiabilité du marché actuel s'accompagnent d'une très forte volatilité et tout cela est clairement propice au développement des abus de marché. Si on souhaite assurer la confiance dans ces marchés de tokens, il faut à l'évidence, au-delà des exigences concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il convient d'y mettre en œuvre les techniques des marchés régulés avec une transparence effective pré- et post-négociation et une supervision par une autorité de marché. Les autorités françaises travaillent en ce sens. J'espère qu'une proposition sera faite prochainement. Ces initiatives nationales peuvent paraître un peu incongrues dans un espace européen qui offre un marché unique des services financiers et pour des produits ou innovations qui ont des vocations mondiales. La dynamique européenne, s'agissant des fintechs, montre toutefois tout l'intérêt des initiatives nationales. Quand on regarde ce qui se passe au niveau européen, on va se limiter à la période la plus récente,
on observe que la Commission a lancé l'été dernier une consultation sur le sujet. L'AMF y a répondu. 3 propositions venant de notre part. Création d'un statut chapeau dans le domaine du conseil automatisé, auquel serait donc associé un passeport européen. Deuxième proposition, introduction d'un passeport européen pour les acteurs du crowdfunding. Et troisième proposition, développement de tests sécurisés au niveau européen pour les entités ayant recours aux technologies de registres distribués. L'idée de base est toujours la même. Si on veut permettre l'émergence d'acteurs très performants, il faut leur permettre d'utiliser la profondeur du marché de l'Union européenne. À l'issue de cette consultation, la Commission a rendu public le 8 mars dernier un plan d'action pour les technologies financières et une proposition de règlement sur les prestataires de services de financement participatif. Quand on examine le contenu du plan, force est de reconnaître qu'il ne comprend aucune mesure opérationnelle. La Commission préfère, avant d'aller plus loin, s'orienter vers une évolution et donc s'orienter à terme vers une évolution du cadre législatif. Elle préfère analyser plus avant les enseignements des différentes initiatives et traitements nationaux, ainsi que le retour des acteurs. Elle duplique également, je l'observe, au niveau européen, les forums d'échange et d'observation qui existent déjà au niveau national. La Commission invite ainsi les autorités européennes de surveillance à répertorier d'ici le premier trimestre 2019 les approches en matière d'agrément. Elle continuera à suivre les évolutions des actifs cryptographiques et des ICO. Elle mettra en place un groupe d'experts chargé d'évaluer si les dispositions du cadre réglementaire applicable aux services financiers entravent ou non, de manière justifiée ou injustifiée, l'innovation financière. Tout cela ne va pas très loin. Lorsqu'on examine maintenant le projet de réglementation européenne pour le financement participatif, on est assez loin du compte. Certes, le nouveau statut européen permettrait de financer des projets dans l'ensemble de l'Union par une épargne collectée dans l'ensemble de l'Union, c'est bien ça, l'Union des marchés de capitaux, et ce, via des prêts ou des émissions de titres sur une même plateforme. Mais le montant maximum par projet financier financé serait de 1 million d'euros. 1 million d'euros, nous sommes déjà en France à 2,5 millions et je disais tout à l'heure que nous étions favorables à remonter maintenant ce niveau à 8 millions. Tout cela est bien peu ambitieux au regard notamment de notre pratique nationale et de la volonté d'établir un régime véritablement pan-européen. Il propose aussi de mettre ces entités sous le périmètre de responsabilité de l'ESMA. L'ESMA, c'est l'autorité de supervision européenne des marchés financiers qui est à Paris. Cela paraît à la fois légitime et paradoxal. C'est légitime car une entité à vocation européenne est justiciable d'une supervision européenne et être sous supervision centrale pourrait sans doute éviter l'avalanche de réglementation européenne que génère quasi mécaniquement la supervision nationale, où l'effort de convergence se traduit par un détail qui frôle l'absurde des réglementations de niveau 1 et de niveau 2, puis par une multiplication des guidelines et des Q&A. Mais c'est également paradoxal en même moment, car vouloir confier à l'ESMA la supervision de plateformes destinées à une clientèle de détail tant dans les besoins de financement couverts que dans l'épargne collectée, alors même que les grandes infrastructures de marché à vocation européenne, voire mondiale, et les activités de wholesale en Europe sont sous supervision nationale, apparaît un peu décalé. Il me semble que tout cela renforce l'idée selon laquelle les cadres nationaux restent à privilégier pour développer des initiatives innovantes et que c'est la force des succès nationaux qui entraînera la nécessaire dimension européenne. Je souhaite donc naturellement que dans ce domaine, la France soit à la frontière, comme disent les économistes, et l'autorité que je préside essaye de s'y employer avec vous tous qui travaillez dans ces domaines. Voilà, merci.